Depuis l'attaque du Hamas le 7 octobre dernier, le conflit israélo-palestinien s'est empiré jusqu'à devenir incontrôlable. C'est plus de 35 000 Palestiniens qui sont décédés depuis cette dernière attaque. Et ce nombre n'est pas prêt de s'arrêter. Mais Gaza n'est pas le seul endroit où règne la terreur et la misère. La Syrie, le Yémen, le Soudan, l'Afghanistan, et j'en passe. Tous ces pays ont un grand point commun. La terreur et la misère y règnent en continu. Il existe des ONG qui agissent aujourd'hui afin d'aider toutes ces populations à survivre et à connaître un monde meilleur. Aujourd'hui, je reçois donc Cyril Morcel, le fondateur de l'association Caravane Solidaire, qui aujourd'hui sont spécialisés dans l'aide d'urgence. Il va pouvoir nous raconter ce que lui et son équipe ont pu être témoins à Gaza, en Syrie et au Yémen durant ces 10 dernières années. Alors vous pouvez vous prendre à quelques centaines de mètres de vous des bombes? Bien sûr, oui. Mais la bande de Gaza, elle est maintenue juste sous le seuil limite pour pas que la population tombe en famine. Donc les docteurs, ils en étaient à amputer les gens, dont les enfants. Sans anesthésie? Sans anesthésie. Mais tout en sachant que quand il va se réveiller de l'opération, il va apprendre que toute sa famille est décimée. Est-ce que j'aurais pas mieux fait de le laisser partir? Là, c'était plus seulement les Kalachnikov qu'on entendait, mais on entendait les tirs de grosses mitrailleuses secs quand tu vois sur les pick-up. Je tiens à préciser que cette vidéo a pour unique but de sensibiliser et de montrer ce qui se passe actuellement là-bas. À aucun moment, Cyril, son association ou moi-même ne prenons parti pour un camp ou un autre. Une cagnotte est également disponible qui sera ensuite reversée à l'association. Le lien est en description, libre à vous d'aller jeter un coup d'œil. Une dernière précision, des images sensibles touchant à la sensibilité de certains peuvent être diffusées durant cette vidéo. Je vous prie donc de prendre garde si par exemple vous ne supportez pas la vue du sang ou la vue de certaines images qui peuvent être choquantes. Sur ce, bonne vidéo à tous. Bonsoir à tous les amis, bonsoir à tous le chat, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout le monde se porte bien. Aujourd'hui on accueille Cyril qui est le président de l'association de Caravane Solidaire qui aujourd'hui agit dans plusieurs pays différents. Maintenant je vous informe aussi que Cyril ne répondra malheureusement pas à tout ce qui est question politique parce qu'il est dans une association qui doit rester neutre et cela pourrait le bloquer dans plusieurs de ses actions si on commence à poser ce genre de questions. Sur ce les amis, on est parti pour le Haut Talk numéro 8 accompagné de Cyril Morcel, ici présent le directeur de l'association Caravane Solidaire. Salut Cyril, ça va? Ça va Mathis? Ça va. Merci beaucoup pour ton invitation. Merci à toi d'avoir accepté, ça me fait extrêmement plaisir de te recevoir aujourd'hui. De participer au développement de ta chaîne et puis de pouvoir répondre aux questions de ton public. C'est parfait alors, incroyable. Écoute Cyril, moi je vais te laisser te présenter. Tu vas nous dire qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu as créé, depuis combien de temps, en quoi ton association, est-ce qu'elle consiste? Donc je suis Cyril Morcel, donc comme tu l'as dit, je suis un des fondateurs de cette ONG Caravane Solidaire qui s'est spécialisée maintenant dans l'aide d'urgence et l'aide médicale. Essentiellement dans les pays en guerre, donc comme les trois pays que tu as pu citer qui sont la Syrie en priorité, le Yémen et la Palestine, et puis également d'autres terrains d'intervention qui sont comme la Somalie ou des pays qui peuvent paraître plus simples comme le Maroc, la Guinée-Conakry, la Sierra Leone, voilà. C'est une bonne dizaine de pays. Ah ouais, ça fait pas mal de pays. Du coup, en 2013, c'est toi et Asma, vous allez débuter vos premières actions en Syrie. Comment en fait ça va devenir cette idée de créer Caravane Solidaire? Surtout que ça doit être très compliqué de lancer une aussi grande initiative comme ça. Caravane Solidaire, c'est une histoire un petit peu particulière, ou singulière en tout cas, dans le sens où on n'avait pas l'intention du tout de monter une ONG. Et à l'époque, en fait, donc Asma c'est mon épouse, elle voulait qu'on fasse juste un don auprès d'une association qui intervenait en Syrie. C'était à l'époque où il y avait dans les réseaux sociaux que le Facebook. Ah, d'accord. Donc elle m'avait fait présenter des associations sur Facebook et je trouvais que ça manquait de transparence. Et vu qu'on a un certain réseau autour de nous, c'est un bon cercle d'amis et puis un réseau élargi, je lui ai proposé qu'on monte tout simplement une première mission, qu'on collecte autour de nous, que eux-mêmes, notre réseau collecte autour d'eux, et puis qu'on parte directement nous en Syrie pour me remettre directement les dons aux mains des bénéficiaires, parce qu'encore une fois, j'avais peur de ça. Ensuite, en 2016, tu vas faire une expansion de tes actions, tu vas aller au Sri Lanka et en Indonésie, et seulement un an après, tu vas directement lancer tes projets au Yémen. Puis, en 2018, les actions qui commencent en Gambie. En fait, c'est seulement 3-4 ans après, vous allez autant vous développer. Comment vous avez fait pour que ça prenne autant d'ampleur? Vous avez rajouté énormément d'aide dans d'autres pays, enfin c'est quand même beaucoup, entre 3 et 5 ans, mais c'est quand même court pour développer tout un personnel, du matériel, avoir des dons, se faire connaître. On est monté très vite en gamme. Comme je t'expliquais, à la base on voulait faire une seule mission. Le but c'était vraiment de faire une seule mission, d'aller apporter les dons et de revenir et de repartir à notre vie civile, j'ai envie de te dire. Déjà on a très bien collecté, autant en argent qu'en matériel pour cette première mission, puisqu'on était parti avec 2 ambulances, un poids lourd et un container nous a accompagné, plus de l'argent pour acheter sur place. Une fois sur place, donc tout s'est
plus ou moins bien passé. Comme tu disais tout à l'heure, forcément, on n'évite pas les bombes et on était en plein cœur de la guerre. Et puis, une fois sur place, tu veux, choc psychologique, d'accord, parce que les enfants à l'époque, ils mouraient de faim en Syrie. Donc le retour était très compliqué, mais pour autant, je ne me voyais pas revenir à une vie normale, à repartir dans le monde de l'entreprise ou quoi. Et les dons avaient continué à affluer le temps qu'on était parti. Donc on a décidé de repartir sur une deuxième mission, ce qu'on a enchaîné 5 semaines après. On est reparti en Syrie pour la deuxième fois. Et arrivé l'opportunité, on avait beaucoup de donateurs qui nous demandaient d'aller faire des puits. On a eu une facilité par le réseau pour aller au Sri Lanka, c'est pour ça qu'on est parti au Sri Lanka, donc on a commencé à faire des puits. Et puis de Sri Lanka avec les puits, il y a eu le problème des Rohingyas au Bangladesh. Il y a eu un exode massif qui fait... Les Rohingyas, c'est un peuple qui fuyait la Birmanie vers le Bangladesh. On a eu une opportunité pour être parmi aussi également les premiers à intervenir sur place. Et c'est là où on a connu une plus grosse expansion en fait. D'accord. Puis est venue la crise au Yémen, la guerre au Yémen. On a eu des facilités également, on a bataillé, ça nous a pris 2 ans, mais on a réussi à ouvrir une branche au Yémen, donc à obtenir des visas pour pouvoir y aller, ce qui est très compliqué. Il y a très peu d'ONG françaises en tout cas qui interviennent au Yémen. Que au Yémen. En tout cas au génocide, si on peut mettre le mot, qui se déroule actuellement à Gaza. Le fait d'être parmi les rares associations françaises à avoir les autorisations pour intervenir directement sur place et à emmener notre personnel sur place et à y aller directement. Jusqu'à présent, c'est quoi les projets les plus marquants pour toi et ton association que vous avez pu réaliser? Plus marquants. Ouais. Dont on pourrait être le plus touché. Le plus fier, ouais. Fier. Le plus content de ce que vous avez fait. Ce qui me vient en tête, c'est le cas d'une petite qui s'appelle Rouaïda. C'était au Yémen. La petite Rouaïda, c'est une petite, elle avait 10 ans à l'époque, 11 ans. Et ben, elle s'était prise une balle dans la tête en fait par un sniper. Son image avait fait le tour du monde parce que en fait, c'est son petit frère qui est venu la sortir du champ du sniper en la tirant par les pieds. Tout le monde a vu passer ces images-là où on voyait les traînées de sang et son petit frère l'a traîné comme ça. Et tout le monde a annoncé son décès. Et cette petite-là, quand tout le monde entier, vraiment le monde entier, a annoncé son décès, et le monde entier était horrifié, à juste titre, nous on n'a pas communiqué dessus. Pourquoi? Parce que nos médecins, nos équipes médicales sur place, elles étaient focalisées, on l'a récupéré la petite, et on a bataillé pour trouver un chirurgien qui accepte de l'opérer en fait, parce que vraiment la balle était logée juste à côté du cerveau. Et Dieu merci, on a trouvé l'hôpital, on a trouvé le chirurgien, on l'a fait opérer, et à l'heure d'aujourd'hui, elle est toujours vivante, la petite Rouaïda. Elle est au Yémen encore? Elle est au Yémen toujours, on était très contents de s'occuper d'elle à ce moment-là. On s'est beaucoup occupé de son petit frère, c'est son petit frère, c'est pas son grand frère, c'est son petit frère qui l'a sorti du champ du sniper. Donc on était très heureux de lui offrir à lui aussi une journée de héros, parce que c'est un héros. Ce sont eux les héros, de toute façon ce sont ces petits bénéficiaires-là, voilà, ça fait partie des histoires les plus marquantes pour nous, qui nous ont touché le plus. Et pourquoi les snipers tirent sur les civils? Parce que Matisse, malheureusement, dans le monde actuel... Ils évitent pas, ils essaient pas d'éviter les civils? Non, au contraire, ils les ciblent. Ah ouais. Dans bien des pays, tu sais bien, les civils sont toujours les premières victimes de toute façon, malheureusement. Les enfants en font partie. Et lorsqu'il s'agit de civils, de snipers, pardon, il faut imaginer que ces gens-là sont déshumanisés une fois qu'ils sont derrière leur arme, tu vois. Ouais, je comprends. Donc voilà, tout ce qui passe, que ce soit enfant, comment on peut imaginer n'importe quel humain normalement constitué de prendre son fusil à lunettes et d'aller tirer sur une petite fille comme ça, on n'arrive pas à le concevoir. Ouais. Mais pour autant, ça arrive tout le temps. Je te propose un premier mini-jeu que j'ai. Donc j'ai un tableau. Dans cette petite enveloppe, j'ai des prix en euros et je vais le sortir un peu au hasard. Est-ce que tu peux nous dire, par exemple, si je te sors 5 euros, qu'est-ce que vous pouvez faire avec 5 euros? Là, j'ai 1000 euros. Si quelqu'un donne 1000 euros, typiquement, qu'est-ce que vous pouvez faire avec 1000 euros? 1000 euros, on en fait beaucoup de choses. Avec 1 euro, j'ai envie de te dire, on fait déjà beaucoup de choses, mais 1000 euros, on fait beaucoup de choses. 1000 euros, tu peux faire un puits dans un de nos pays d'intervention, bien sûr. Ça coûte 1000 euros, ça? Il y a des endroits où ça coûte 1000 euros, oui. Au Bangladesh, par exemple, tu peux faire un très beau puits à 1000 euros. 5 euros. Avec 5 euros. Avec 5 euros, par exemple, quand on a nos cuisines qui tournent sur Gaza, 5 euros, tu offres un repas pour 3 personnes, complet qui leur fait la journée. C'est 5 euros. 5 euros. Ensuite, j'ai... Encore une fois, 5 euros, c'est 3 repas sur Gaza, parce que tout est très cher. Ah là, c'est cher? Oui, c'est très cher. Sinon, comment ça se fait que... Parce que tout est fermé, donc il n'y a plus de commerce qui se fait. Donc du coup, tout le monde double les prix? Forcément. Ah ouais, d'accord, je comprends. Double et encore. Triple, ouais, je suis gentil. Ouais, ok. 100 euros.
100 €, tu as les consultations pour un enfant les consultations et le traitement par la suite médicamenteux pour un enfant qui aurait besoin de subir n'importe quelle opération chirurgicale. Ça ne paye pas l'opération chirurgicale, pardon, mais ça paye la consultation, et le traitement. D'accord, ça marche. 1 €. Qu'est-ce qu'on peut faire typiquement avec 1 €? Parce que généralement, les gens se disent, bon, 1 € c'est pas grand-chose. 1 €, tu peux faire un repas dans n'importe quel pays. Dans n'importe quel 1 €. Mais c'est fou qu'avec 1 € on puisse. Oui, parce qu'on achète en gros, nous. C'est des compléments. On achète en gros et donc tu fournis par colis alimentaire et donc ça, voilà, grosso modo, un repas pour une personne. Après, quand on s'entend, c'est un repas par jour. Hein. Ouais, c'est un repas par jour. Ouais. Ah, quand vous dites un repas, c'est par jour. Ouais. Ah, c'est oublié, ouais. Ça c'est. En fait, Mathis, nous, on intervient dans des zones de guerre, tu vois. Ouais. Donc là où souvent il y a la famine, donc quand tu arrives à fournir un repas par jour par personne, c'est quelque chose d'extraordinaire déjà. D'accord. Voilà les amis, je vais pas tous les faire parce que j'ai plus de place. Voilà tout ce que vous pouvez faire, donc sachez que même 1,50 € de données, bien sûr, c'est toujours énorme pour les associations. Et voilà, 1 €, vous pouvez quand même nourrir une personne, même si c'est qu'un seul repas, c'est déjà énorme pour eux. Exactement. Est-ce que tu peux nous, avant qu'on parle, on va parler un peu de la Palestine là, parce que c'est quand même le principal sujet d'actualité aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous rappeler quand même ce qui se passe actuellement, ou depuis plusieurs mois en tout cas, quelle est la crise humanitaire qui s'y passe là-bas quoi. Qui sévit actuellement. Donc il y a un blocus de longue date, mais encore plus récemment, donc depuis le mois d'octobre, qui se fait sur la bande de Gaza. La bande de Gaza, il faut imaginer, c'est un tout petit territoire. Ça fait grosso modo 40 km du nord au sud et sur 12 km, je crois, au plus large. Au plus large, ah ouais. Exactement. Cette petite superficie, il faut imaginer plus de 2 millions de personnes, 2,5 millions, il doit rester, ou 2,3 millions personnes, je crois, qui essaient non pas de vivre, mais de survivre, déjà en temps normal. Il faut savoir que la bande de Gaza, en fait, le gouvernement, on va éviter d'entrer en politique, mais la bande de Gaza, elle est maintenue juste sous le seuil limite pour pas que la population tombe en famine. Ça, depuis des années. C'était avant l'attaque du 7 octobre, avant l'attaque du 7 octobre, tout à fait. Et c'est fait exprès C'est fait exprès, c'est calculé exprès au niveau calorifique en fait, d'accord. Donc il n'y a pas plus de camions commerciaux qui rentrent, tout est vraiment calculé précisément pour que cette population ne tombe pas dans la famine, qu'ils aient de quoi survivre uniquement. Donc grosso modo, auparavant, avant le 7 octobre, il y avait environ 500 poids lourds qui rentraient par jour à Gaza, commerciaux et humanitaires. Depuis l'attaque du 7 octobre, que le Hamas a mené sur le territoire, contre la population israélienne. Israël a donc décidé de mettre un blocus quasi total, donc il n'y a plus du tout de camions commerciaux qui rentrent. Et ils ont limité, dans les premières semaines, ils laissaient rentrer environ 100 poids lourds par jour, qui étaient essentiellement composés d'aide humanitaire. Depuis l'invasion de Rafah, ça s'est complètement écroulé. Je n'aurais même pas de chiffres à te donner. Si en moyenne, on arrive à faire rentrer, quand je dis on, c'est la communauté internationale, à faire rentrer 10 poids lourds par jour, c'est extra. Ah ouais, là il y a moins de 10 poids lourds. Ouais, là c'est une catastrophe. C'est catastrophique actuellement. Complètement. Il y a toutes les crises possibles, famine. Tout. Famine qui est manque de nourriture et manque d'hygiène. La plupart des gens n'habitent plus chez eux, ils habitent dans des tentes ou des tentes de fortune. On a affaire à une population uniquement quasiment de déplacés. Les gens n'ont plus d'emploi. Ça coûterait combien d'euros d'évacuer tous les civils d'un coup de Gaza? Quel coût? Aucune idée. C'est possible de faire évacuer tout le monde là? Déjà, où les évacuer? Ouais, c'est ça. Parce que l'Égypte n'accepterait pas, ce qui peut s'entendre. De l'autre côté, c'est les territoires occupés, donc c'est soumis à autorisation Israël, ce qu'ils ne laisseront pas faire non plus. Ouais, bien sûr. Voilà. Après, on a évacué des enfants au tout début où le conflit faisait vraiment rage. On devait procéder à l'évacuation de 15 enfants en fait, qui nécessitaient des opérations chirurgicales particulières. Donc on avait un accord avec une ONG en Suisse, qui elle-même a un accord avec les autorités suisses. Donc on a été les premiers avec cette ONG suisse à rapatrier des enfants de Gaza pour se faire subir des interventions chirurgicales en Europe en fait. Comme on était les premiers et que c'était des cas vraiment spécifiques, on ne pouvait pas les faire prendre des vols commerciaux. D'accord. Donc on était obligé d'affréter des avions privés. Donc là c'était des coûts exorbitants puisque de mémoire il me semble que on l'a fait 2 fois et ça nous a coûté de l'ordre de 60 000 € chaque rapatriement. C'est énorme, c'est énorme. Mais comme on le disait, comme on expliquait à nos donateurs aussi, parce que nous, nos donateurs, ils ont forcément un droit de regard sur nos actions, on expliquait que même s'il avait fallu dépenser 1 million d'euros pour sauver ne serait-ce qu'un enfant, on les aurait dépensés. Et la vie d'un enfant, ça n'a pas de prix. Quoi. Est-ce que c'est possible de faire sortir des gens, mais clandestinement?
Ou c'est Oui, impossible? oui, ça existe, bien sûr, malheureusement, j'ai envie de te dire, Ouais. parce que ce sont des filières de passeurs qui existent. Au tout début, ils demandaient 10 000 $ par personne, d'accord, pour être évacué. Mais qui il? Le système de passeurs. Donc les gens qui gardent les frontières, quoi, on va dire? Il y a des systèmes de passeurs qui existent, Ok. forcément, ils appartiennent à des... Voilà, forcément. Si jamais il y a des choses où tu peux pas répondre, Ouais, non, tu me dis, hein, y a ça, en pas... l'occurrence, Non, peut-être que je fais pas attention. Non, ce non, genre pas de problème. choses, D'une, je n'ai pas les informations, Ouais, mais c'est un non, mais système si de jamais je passeurs fais comme des ça. erreurs, Pas de souci, Mathis, je te dis-moi. dirai. Vas-y. Donc voilà, au début, ils demandaient 10 000 €. Ça leur a permis de faire sortir les gens les plus aisés, en fait, en les taxant un maximum. Mhm. Ok. Puis, ils ont baissé à 5 000 $. Encore récemment, là, il me semble que c'est 5 000 $. Un petit peu moins pour les enfants, c'est de l'ordre de 3 000 $ par enfant. Mais d'une, toute la population n'a pas les moyens de le faire. Ouais. Et de deux, est-ce que c'est une solution de vider la bande de Gaza? Je suis pas convaincu. Je comprends, je comprends. C'est une mission très lourde avec une charge mentale et physique très élevée. Comment est-ce que vous gérez tout ça? J'ai envie de te dire, malheureusement, avec l'habitude, maintenant, si vous voulez, quand on est sur place, on fait abstraction, complètement. C'est-à-dire que, et pas seulement à Gaza, hein, bon, même si à Gaza c'était vraiment la pire des missions qu'on ait jamais menée, quand on est sur place, on a toujours affaire en fait à des... Je parle beaucoup des enfants, parce qu'un adulte, on n'a pas le même rapport, c'est différent. Bien sûr. Mais dès lors que ça touche les enfants, c'est vraiment très particulier. Malheureusement, au bout de plus de 10 ans maintenant, on est habitué à avoir eu des enfants qui souffraient par exemple de malnutrition sévère entre les mains et le lendemain, ces enfants-là sont décédés parce que pas assez à manger. Des enfants morts sous les bombardements, c'était le cas à Gaza notamment, puisque déchiqueté. C'est particulier à vivre forcément, mais sur le coup on réalise pas en fait, c'est l'adrénaline qui parle et on fait ce qu'on a à faire. Après coup c'est un petit peu plus compliqué. Moi personnellement je le gère mieux maintenant. Je me souviens que au tout début, notamment sur le Yémen, quand je rentrais du Yémen, tu rentres de mission humanitaire au Yémen, t'es parti 3 semaines, 1 mois, forcément t'as vu des horreurs, mais en même temps ta famille, donc ton épouse, tes enfants sont contents de te revoir bien évidemment. Donc pour eux, c'est un jour de fête et ils ont préparé forcément un beau repas, et ils sont gais, ils sont heureux et voilà. Ça te met mal des fois, Les ça? premières fois, oui, je vais dire quelque chose peut-être va te choquer ou vous choquer, je l'ai détesté à ce moment-là. Je détestais ma femme et mes enfants parce qu'ils étaient heureux. Ils étaient heureux, qu'ils avaient fait un beau repas et qu'on allait bien manger, donc je pouvais pas manger de toute façon. Bon, maintenant j'ai appris... T'as pas réussi à manger? Non. Ouais, c'est normal. Non, impossible. C'est Maintenant ça va mieux, maintenant on a appris à gérer ça. Comment c'est... C'est une question un peu compliquée, mais comment ça c'est la vie en Palestine? Comment vous le voyez, vous et vos équipes? Comment vous le percevez comparé par exemple à la vie qu'on a en France ou même... Enfin en fait on imagine, on a juste des images avec la réseau, mais il y a encore par exemple je sais pas, des bâtiments sur place qui sont normaux, des places où il n'y a pas des débris il y a encore de partout. Alors non, la plupart des quartiers, partout il y a des immeubles effondrés ou des maisons qui ont été bombardées, mais il y a encore des immeubles bien sûr qui tiennent debout. Il y a encore un petit peu de commerce qui se fait à l'intérieur, heureusement. Il y a encore de la vie en fait, c'est ça qu'il faut imaginer. De toute façon, Mathis a eu l'occasion aussi d'aller en Syrie, bien sûr. qui est un pays ravagé par la guerre. Tu m'as dit que tu avais eu l'occasion d'aller à Alep, c'est la ville la plus ravagée en Syrie, elle est complètement détruite ou à 80% détruite. Mais je pense que tu as pu être témoin de ça, qu'il y a encore de la vie. Bien sûr, mais... Les gens vivent, ils ont leurs activités. Je pense que c'est différent, non? Parce qu'il y a toute une partie de la ville qui est quand même... je sais pas si elle est reconstruite ou pas... comparé à ce que tu as vu toi au début, mais en tout cas moi il y avait quand même une bonne partie de la ville. Ça se reconstruit. Ouais voilà, et puis je sais pas, les gens ont quand même des maisons où dormir. Ouais, alors il y a encore un petit peu de ça dans Gaza. Il y a encore un petit peu de ça. Moi très honnêtement ça m'a rappelé Alep. Quand on arrivait à Gaza, tout au niveau de l'ambiance, des destructions, des débris, la mentalité des gens, sur les des bombardements constants aussi. Vraiment c'était le même ressenti que dans la région de Alep, la même chose. Mais il y a encore de la vie. Ouais, c'est ça qui fait... Et l'être humain a toujours espoir. Qui fait survivre. Exactement. Il y a toujours l'espoir. Sans ça, la population, elle se laisse mourir. Ouais, je vois. Comment ils se portent les gens? Est-ce que quand même ils essaient de garder un peu le sourire avec tout ce qui se passe? Comment est-ce qu'ils vivent? Comment est-ce qu'ils arrivent à subvenir à leurs besoins, comme manger, boire? Alors les besoins primaires, ils ont du mal à être assurés, très honnêtement. Donc c'est manger, boire, dormir, la santé? Exactement, complètement. Le système de santé, il est à plat. Je donne un exemple. La dernière mission médicale qu'on a envoyée, quand on est arrivé dans toute la bande de Gaza, il n'y avait plus aucun produit anesthésiant. Dans tout Gaza. Tout Gaza. Toute la bande de Gaza. Donc pour 2,5 millions de personnes, 0 produit anesthésiant. C'est quoi un produit anesthésiant exactement? Si tu dois subir n'importe quelle opération chirurgicale ou autre, on te met sous anesthésie locale ou générale. Donc aucun produit anesthésiant. Donc les docteurs, ils en étaient à amputer les gens, dont les enfants,
Sans anesthésie. Sans anesthésie. C'était quelque chose d'inimaginable. C'est la dose, hein. انا سكت كمان لكم خليك راقد يا حبيبي خليك راقد Les seuls produits donc, qui sont rentrés à ce moment-là, c'est ceux que nous on a fait rentrer dans nos valises. Et vous en avez pas pris énormément? On en avait des centaines quand même. Ouais. Mais ça pouvait pas suffire pour... Face aux besoins, pas du tout. Donc on a essayé d'en envoyer dans différents hôpitaux et également d'en garder pour l'hôpital dans lequel on intervenait. Mais forcément, c'était une goutte d'eau face à un océan de besoins. Et du coup, aujourd'hui aussi, Aujourd'hui, c'est la même problématique. Il y en a qui se font amputer sans... Toujours. Amputer, opérer, pardon. Même un accouchement est devenu très compliqué sur place. Puisqu'il n'y a plus rien. Donc, ça, c'est pour le système de santé. Au niveau de la nourriture, c'est très compliqué de se fournir en nourriture. Et là, je n'ose même pas imaginer en ce moment même. Comme je te disais, la plupart des gens sont déplacés, donc vivent dans des tentes ou des abris de fortune ou autres. Chacun essaie de se trouver une petite place pour pouvoir abriter sa famille. Et au niveau de l'eau est saumâtre. Il reste quelques rares puits d'eau. Et il y a le système de citernes encore des camions citernes pardon, qui fonctionnent encore un petit peu. Mais la situation, elle est indescriptible, très honnêtement, indescriptible. Et pourtant, on est un petit peu aguerri justement en zone de conflit. Mais ce qu'on a vu à Gaza, on ne l'avait jamais vu ailleurs, que ce soit en Syrie, que ce soit au Yémen, que ce soit en Somalie. C'est la plus grosse crise humanitaire que vous gérez actuellement là? C'est là où la situation est la plus catastrophique pour la population à l'intérieur, parce qu'encore une fois, il y a ce problème que la population ne peut pas en sortir en fait. D'accord. Donc tous les problèmes restent concentrés et ça c'est vraiment très problématique. Mais ils essayent quand même pas d'être heureux, enfin c'est compliqué, mais je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Complètement, de sourire, Si, alors bien sûr les parents essaient de camoufler ça super dur, aux enfants, ouais. D'accord. Je pense qu'à l'heure actuelle, il n'y a aucune famille qui n'a pas perdu un membre de la famille dans ce conflit, si ce n'est plus. Plus les maladies, donc, comme on disait, plus les blessures. Tu sais, là-bas, donc c'est un pays musulman. En islam, il y a 5 prières obligatoires par jour. À Gaza, ils disent qu'eux, ils en ont 6. Parce qu'ils font leurs 5 prières obligatoires, plus ils font une prière du mort tous les jours, parce qu'ils enterrent tous les jours, ils enterrent quelqu'un. Alors après, des ONG comme la nôtre et bien d'autres, heureusement, et même des sites des particuliers dans Gaza, on essaie toujours, là, nous on avait monté des petits ateliers de théâtre et de jeux pour permettre aux enfants d'évacuer un petit peu tout ça et de vivre autre chose que la guerre, parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que Gaza, à l'heure actuelle, jour et nuit, 24 heures sur 24, c'est bombardé. D'accord. Où que ce soit dans la bande de Gaza. Il y a des bombardements. Tout le temps. J'ai des drones, mais je pense pas que ce soit les mêmes bruits. Non, c'est les gros drones, tu vois, un gros drone. C'est pour faire quoi? Pour surveiller les caméras? Pour surveiller ou pour bombarder, puisque certains sont équipés de missiles, de roquettes. Voilà, complètement. Donc il faut imaginer que tu as une tondeuse à gazon au-dessus de la tête, 24 heures sur 24. Ça rend fou. Pour dormir? Tu dors pas. Nous, le temps qu'on a passé sur place, si on arrive à dormir 1h30, 2 heures par jour, c'était un grand maximum. Un grand maximum. Et vous avez quand même revu des sourires chez les enfants quand vous Oui, bien sûr, lors de ces ateliers, tout ça, oui, les enfants, un enfant, ça reste un enfant, tu vois. Donc à partir de, en plus on était partis, toutes les ONG. Parce que je travaille avec les enfants en animateur, BAFA, et ok, très bien. Et ben on faisait la même chose. Voilà, tu vois les petits ateliers ou les petits jeux que tu peux mettre en place, nous on faisait la même chose. Nous on a rentré des gros stocks de médicaments dans nos valises. On envoyait des poids lourds donc avec la nourriture tout ça, mais dans nos valises on a rentré des gros stocks de médicaments et des bonbons. Parce qu'un enfant, où qu'il soit, dans le monde entier, même si tu lui donnes un bonbon, comme eux, par exemple, ils souffrent de tous les maux qui peuvent exister sur Terre. Tu lui donnes un bonbon, tu lui donnes le sourire en vérité. Même si ça dure 5 minutes, 10 minutes, quelques secondes, au moins tu lui donnes le sourire. Et le bonbon, il prend une valeur extraordinaire à ses yeux. Donc c'est avec tous ces petits gestes-là qu'on essaie de redonner le sourire aux enfants. On emmène beaucoup, et on envoie aussi beaucoup de dessins d'enfants de France. Et il y a des ateliers qui se font avec certaines MJC, certaines pour des écoles, des maisons. Ou des écoles, voilà, il y a des écoles qui nous remettent les dessins. Et nous, on les emmène avec nous quand on le peut, et on le peut
quasiment tout le temps, et on le distribue là-bas. Et ça paraît pas génial. grand-chose. Ah mais c'est super. Mais un enfant Ils sont qui contents là-bas reçoit, bien sûr, un enfant qui reçoit un dessin d'un autre enfant d'un autre pays, qui souvent il connaît même pas le pays, ça l'illumine aussi, ça lui refait sa journée, tu vois, Ouais. il s'en rappellera à vie. C'est l'énergie positive, tout ça. C'est incroyable. Et ça fait partie du travail humanitaire. Ok. On fait beaucoup de fêtes pour les enfants. On organise ouais beaucoup de fêtes. Et aussi dans les pays, au Yémen notamment, mais pas seulement, au Maroc aussi, on l'a mis en place. On installe des aires de jeu dans les camps de déplacés ou les camps de réfugiés. Donc, c'est-à-dire, souvent, on achète un toboggan, on achète un portique avec des balançoires, trampoline beaucoup. Et on crée un petit endroit sympa dans le camp de déplacés ou dans le camp de réfugiés, un mini parc, tu vois, un parc de jeu. Et c'est les meilleurs moments en fait, parce que là je me souviens la première fois qu'on l'a fait au Yémen, donc c'était dans un parc qui est enclavé, dans un camp de déplacés qui est enclavé, c'est-à-dire que c'est une ancienne usine, d'accord, donc c'est très moche, c'est très sale, conditions de vie horribles. Et les enfants en fait n'ont pas vu arriver les camions, donc ils sont rentrés directement dans la cour où on avait réuni les enfants pour faire, on faisait une distribution alimentaire, de colis alimentaires normaux, plus on distribue toujours des sachets de bonbons, beaucoup. Donc on faisait ça, donc ils étaient déjà très contents, et là ils ont vu débarquer des camions, ils n'ont pas compris, et ils ont juste vu, il y avait un grand toboggan cette fois-ci. Donc ils ont vu le haut c'est l'arrondi du toboggan, tout ça, et ils ont capté ce que c'était. On a entendu une clameur de centaines d'enfants, et ça c'est magnifique ça. Ça, c'est magnifique. Incroyable. Et ça, c'est les plus beaux des moments. Ça. Ouais, avec les enfants. Ouais, c'est incroyable. Est-ce que tu peux nous dire la pire chose que tu aies pu voir? C'est peut-être, enfin, s'il y a des trucs trop compliqués, tu peux en prendre une autre. Pas de souci, quelque chose que tu as vu, en fait, qui était très difficile, que ce soit à Gaza ou alors dans d'autres villes palestiniennes. Quelque chose qui t'a traumatisé vraiment, quoi? C'est toujours les enfants morts et les enfants blessés. Il y avait le cas d'une petite, par exemple, la dernière fois, qui nous est arrivée. Donc quand il y a un bombardement, en fait, les ambulances, elles arrivent au compte-gouttes. C'est quoi? Au compte-gouttes, c'est-à-dire ils vont trouver un premier blessé, ils vont se dépêcher, ils le chargent et ils le ramènent vers l'hôpital, d'accord? D'accord. Puis après, ils vont trouver d'autres et ainsi de suite, comme ça. Ok. Et forcément, plus le temps passe et plus on trouve plus des gens blessés, mais des gens morts. Et on nous a ramené, donc, il y a eu une première ambulance qui est arrivée avec 2 personnes dedans, puis une autre avec 2 personnes dedans. Une des petites qu'on a eues, donc on s'est occupé d'elle, elle n'avait pas grand-chose. Elle s'appelle Musk. Elle n'a pas grand-chose, mais forcément, c'est un choc psychologique. Donc les enfants, quand ils sont en choc psychologique, ils sont tremblants, tu vois. Donc on l'a nettoyée, on s'occupait d'elle. Il y avait des petits points de suture à faire, c'était pas grand-chose. Elle pleurait? Non, elle pleurait pas. Ouais. Elle était tremblante. Et puis, je m'en suis occupé moi personnellement. Donc je l'avais à bras, j'essayais de la réchauffer, j'essayais de la réconforter du mieux possible. Et ce qui était horrible, c'était de savoir que pendant que moi je l'avais dans les bras, je savais que ses parents ils étaient envoyés à la morgue parce qu'ils étaient décédés. Et donc cette petite, elle venait de devenir orpheline et qu'elle avait 5 ans à peu près. Et que forcément elle ne le savait pas et qu'elle ne comprenait pas ce qui se passait. Ça, c'est des situations... Est-ce que ses parents, vous les avez retrouvés juste avant elle ou un peu après? Ils sont arrivés après. Ah. Ils sont arrivés après. Je crois, il me semble que la maman est arrivée en même temps et le papa est arrivé après. Et, donc ses parents et son frère sont décédés. Ou un autre cas, par exemple, une fois, un des chirurgiens qui a opéré un adolescent. L'opération s'est très bien passée, donc on était très contents. Donc moi j'étais très content et quand je lui en ai parlé après, et il en était content, mais il m'a dit franchement, je ne sais pas si je dois me réjouir parce que cet enfant, certes, on l'a soigné et peut-être on lui a sauvé la vie, mais c'est le même cas de figure. On sait que ses parents ils sont décédés, donc ils se retrouvent orphelins. Quand ils se retrouvent orphelins, c'est qu'ils sont, enfin, il n'y a personne. Il n'y a plus personne. Personne pour les aider. Il n'y a plus personne. Ils sont tout seuls. Ils sont tout seuls. Généralement, ils sont pris en charge par des oncles s'il y en a, ou par les voisins, parce qu'il y a une forte solidarité qui se met en place. Ouais. Mais c'est le choix du docteur en fait de se dire est-ce que je soigne et je fais mon rôle et tant mieux je soigne je sauve une vie, mais tout en sachant que quand il va se réveiller de l'opération il va apprendre que toute sa famille est décimée. Est-ce que j'aurais pas mieux fait de le laisser partir? Ouais. Ça c'est traumatisant. T'as des exemples de situations où c'était vraiment dans la merde quoi, typiquement? Oui, beaucoup. Enfin, ça vous arrive des fois, je sais pas, d'être derrière des blocs de béton et il y a des balles qui fusent? Souvent. Ouais, souvent. Au Yémen, par exemple. Donc au Yémen, quand on est dans le sud Yémen, il y a un seul hôtel qui est suffisamment sécurisé ou le plus sécurisé possible pour les personnels humanitaires, parce qu'il n'y a que les humanitaires qui rentrent au Yémen maintenant. Et cet hôtel-là, en fait, on s'est réveillé un matin, on était pris, l'hôtel était entre les combats, en fait. Les combats avaient lieu et l'hôtel, on était en plein milieu. Ouais. D'accord, donc ça tirait des deux côtés. Et on avait notre personnel local, c'est-à-dire nos salariés yéménites, on les avait envoyés sur le terrain. D'accord.
Donc on les savait sur le terrain, nous on avait interdiction de sortir de l'hôtel parce que les combats ils faisaient rage, ok. Mais on a cette responsabilité parce qu'on avait, en plus c'était deux, il y avait une docteure, une secrétaire et puis un chauffeur qui était là-bas, donc 2 femmes et un homme, donc on se sent encore plus responsable. Et au moment où il y a eu une petite accalmie en fait dans les combats, on a pris la voiture et on est parti les chercher. D'accord. Donc on est sorti de l'hôtel. Quand on est parti les chercher, les combats ils ont repris. Ah. D'accord, les combats ont repris, donc on est quand même parti les chercher et les combats faisaient rage vraiment autour de l'hôtel, c'était impossible d'accéder à l'hôtel. Et pour autant, on n'avait pas d'autre lieu où pouvoir se réfugier, donc on a décidé, on a tracé quand même, on a forcé les barrages et on s'est fait canarder. On s'est fait allumer, on entendait des balles siffler de partout. Au début, c'était à la Kalachnikov. Quand vous vous baissez. Tu fais ce qu'il n'y a rien à faire en vérité, tu fonces et c'est tout. Et donc on a foncé vers l'hôtel et arrivé à l'hôtel, donc il faut imaginer, il y a une grosse porte blindée, tu vois, à l'hôtel, un portail pardon blindé. Mais le temps qu'ils nous ouvrent le portail blindé, forcément ça nous gardait encore plus. Et là c'était plus seulement les Kalachnikov qu'on entendait, mais on entendait les tirs de grosses mitrailleuses C comme tu vois sur les pick-up. Vous avez des fois dans les pays des armes pour vous défendre si jamais, ou des gardes qui viennent du pays ou alors qui viennent d'un autre pays, qui vous accompagnent pour vous protéger? Ouais, sur certains endroits on a l'obligation, donc Gaza c'était pas le cas. Gaza on n'a pas vu d'armes du tout, on n'a pas vu de militaires nulle part. Et on voyait que les civils et il n'y a personne pour nous. Même vous n'avez pas le droit de ramener d'armes sur place? Non, de toute façon, nous, c'est pas notre. Oui, je sais, c'est pas votre boulot, mais pour se défendre au cas où il y a un souci. Bien sûr, on s'adresse à des services de sécurité. Au Yémen, par exemple, on a l'obligation dans certaines zones d'avoir des militaires à nos côtés, sinon on n'a pas l'autorisation d'intervenir. Au Yémen, par exemple, j'ai envie de te dire, quasiment toute la population est armée. Ah ouais. Tu vois, donc c'est souvent très conflictuel. Il suffit, par exemple, que quelqu'un ne soit pas sur ta liste de bénéficiaires alors qu'il estime qu'il a besoin et qu'il n'est pas content parce que son voisin a eu et lui il n'a pas eu, et qu'il sort son arme. Et il sort son arme, ça arrive très souvent. C'est pour ça qu'on est sécurisé. À cause de la pauvreté? La pauvreté, ouais. Donc si Yémen on était sécurisé, Syrie on a toujours été sécurisé quand on était sur place, Somalie on était sécurisé. Parce que n'oublie pas que les humanitaires sont une des premières cibles, mais notamment par les groupes armés pour les rançons. Ça vous est arrivé? Des captures? En Libye, ouais. Il y en a. On a perdu un de nos personnels pendant 10 jours. Et vous avez payé pour le récupérer? Non, on n'a pas payé, on a fait intervenir du réseau, donc par voie d'ambassade. C'est un Égyptien, donc l'ambassade égyptienne, et puis des contacts du réseau qui s'adressaient à l'ambassade libyenne et qui ont accepté de le faire sortir. Pendant 7 jours, on ne savait pas du tout où il était. Le 7e jour, on a appris où il était, et après ça a pris 2 jours. Il était blessé quand il est sorti? Il avait subi. Il s'était fait torturer. Torturer? Il s'était fait torturer. Et maintenant, il travaille encore avec vous? Toujours avec nous, mais le pauvre, c'était sa première mission, par exemple. Ah ouais. Et il est traumatisé là, non? Non, ça va. Franchement, ça va. Après, comme je t'expliquais Mathis tout à l'heure, les gens savent pourquoi torturer, mais torturer, c'est les coups. Hein. Il ne s'est pas fait électrocuter ou quoi, c'était des coups de poing, des barres, des coups de poing. Oui, il était marqué partout, il était bleu partout. Mais plus ça va aller, et plus on va grandir, et plus on va être confronté à ça. Peu de personnes, je pense, en France peuvent dire, moi j'ai déjà entendu une bombe tomber à côté de moi. Ça fait quoi? Ça perce les oreilles, ça fait... C'est des bombes par avion à chaque fois qui sont lâchées, on est d'accord? C'est très violent parce que ça te prend tout le corps en fait, tu vois. Même si t'es loin Même si t'es loin, plus tu es loin. Mais quand vous vous faites bombarder, vous pouvez vous prendre à quelques centaines de mètres de vous des bombes? Bien sûr, bien sûr, c'est arrivé à Gaza. Donc là, quand c'est comme ça que c'est vraiment proche, ça te prend au trip, tu vois, c'est indescriptible, tout ton corps, il est... La terre, elle tremble? La terre tremble, tout tremble autour de toi, et puis t'as l'impression que ton cœur il va s'arrêter en fait, tu vois. Puis après ça, les odeurs de brûlé, la poussière, tout ça, ça sent, oui. Par exemple, les blessés, chaque fois tous les blessés qu'on nous ramenait après bombardement, ils sentaient tous, les pauvres, les gens, ils sentent le brûlé. Ils sentent le cramé. Ils sentent la chair humaine brûlée. C'est difficile comme odeur, c'est très difficile. On a parlé beaucoup du fait que que c'est terrorisant de voir tout ce que tu vois, ça s'imprègne dans ta mémoire. Et est-ce qu'aujourd'hui, du coup, t'es moins sensible à ce que tu peux voir, ou alors c'est toujours aussi affreux? Alors, non. Concrètement, je suis moins sensible. Déjà, je suis devenu insensible sur place, d'accord. Le temps de la mission, complètement insensible. Ça fait plus rien? Ça fait plus rien. Même les enfants? Même les enfants, ça ne te fait rien sur le coup. Si ton entourage, si les gens
autour voient que toi tu es affecté, donc tu vas te mettre à pleurer ou tu vas être décomposé, tout ça, tu rajoutes un problème au problème. D'accord ? Ouais, bien sûr. Si tu restes dans l'action et avec de l'énergie et même à donner des sourires, même des sourires compatissants, mais ça reste un sourire, tu aides dans un tout d'une énergie positive. Je sais pas si tu Je comprends, vois ce que je veux un dire. sourire peut tout changer. Exactement. Ouais. Et le sourire, c'est primordial même. Et par contre, dès qu'on ressort, là, on s'écroule. On s'écroule. Vous pleurez en silence, quoi. Si on C'est peut une dire très ça. belle expression, ça résume parfaitement. On pleure en silence. Ouais. Complètement. Moi, je vais faire c'est pas un mini-jeu, je vais te poser des petits... Désolé, hein, si je suis un peu, moi... Non, pas de souci, Mathis. Ça fait quelque chose pas de problème. ce genre de choses. Moi, je suis tout joyeux, tout content, Ok. en train de sourire. Je vais te poser, j'ai une vingtaine de questions que je vais te poser. Tu réponds uniquement par oui ou par non. C'est des D'accord. questions sur ton association, des questions sur Ok. ta vie, n'importe. Ok, pas de Et le problème. but, c'est d'y répondre le plus vite possible. Pas de souci, on se prête au jeu. Voilà. Et c'est parti. Penses-tu que d'ici plusieurs années, Caravane Solidaire sera autant connue que d'autres grandes associations mondiales ? Oui. Est-il possible de s'associer avec d'autres associations ? Oui. Est-ce que tu penses être un bon coiffeur ? Non. Est-ce que vous faites des collectes de vêtements ? Non, plus maintenant. Y a-t-il un prix pour la meilleure association de l'année, une sorte d'Oscar ? Non. Si on revient 15 ans en arrière, est-ce que tu choisirais de refaire le même parcours qu'aujourd'hui ? Oui. As-tu peur du vide ? Oui. Est-ce que tu aimes aller au cinéma ? Non. Est-ce qu'il y a la possibilité de faire un stage chez Caravane Solidaire ? Penses-tu qu'un jour tous les conflits du monde seront réglés ? On le souhaite, mais non. As-tu un animal de compagnie ? Oui. Es-tu écolo dans la vie de tous les jours ? Plus ou moins, oui. Ton association est-elle ta plus grande fierté ? Non. Y a-t-il besoin d'une formation spécifique pour intégrer Caravane Solidaire ? Non, par le passé, oui, maintenant. Est-ce que l'association accepte des dons autres que financiers comme matériel ? Oui, par le passé, plus maintenant. Est-ce que tu veux travailler dans l'humanitaire depuis que tu es plus jeune ? C'est difficile, je peux pas répondre par oui ou par Ouais, non. mais C'était vas-y, hein. un des métiers parmi les métiers qui m'intéressaient, mais pas spécifiquement. D'accord. Est-ce que tu sais bien dessiner ? Non. Est-ce que tu es déjà parti dans une école ou dans une fac pour sensibiliser les jeunes ? Oui. Faut-il avoir le permis pour travailler dans Caravane Solidaire ? Non. Es-tu fier de tout ce que tu as accompli ? Oui. Et top. Ça sera en 1 minute 32. Félicitations. Les amis, écoutez, Cyril, je vais te laisser, c'est un dernier message avant que je conclue avec le message de fin. Pour les gens qui nous regardent sur le live et aussi pour les gens qui nous regardent depuis YouTube, c'est le moment. Alors, je pense que c'est un message généraliste, mais avant tout à ton public, parce que, encore une fois, vous représentez la jeunesse, et pas seulement de France, la jeunesse mondiale. Et l'avenir, il est entre vos mains. Cet avenir d'une planète un peu plus en sécurité et en paix à construire, c'est vous qui le détenez, c'est pas nous. C'est pas nous qui allons changer le monde. Et quand on est jeune, on a cette utopie de vouloir changer le monde. Donc j'espère en tout cas que la jeunesse l'a toujours, nous on l'avait. Cette phrase, changer le monde, elle est sur toutes mes biographies. Ok. On va changer le monde. L'avenir, il vous appartient, d'accord ? Nous, c'est le passé. La surmédiatisation via les réseaux sociaux, mais c'est aussi une grande chance d'avoir accès à toute l'information possible et inimaginable. Donc c'est aussi une grande chance de pouvoir changer le monde, justement. Et au vu de ce que vous vivez, de ce qu'on vit tous ensemble, mais ce à quoi vous assistez en tant que jeune, et que certainement vous vous sentez impuissant, et avec une rage de vouloir lutter contre ça, de changer le monde encore une fois, faites-le. Faites-le, vous en avez les moyens, faites-le. Chacun à sa mesure, chacun dans son domaine de compétences, mais faites-le. Changez ce monde, changez les mentalités, et tout est utile. Ça passe par... il y a besoin de finances, donc ça passe par l'économie. Donc il faut, quoi qu'il en soit, il faut avoir une économie, c'est-à-dire avoir étudié, avoir un salaire pour avoir de l'argent, pour pouvoir aider et pour pouvoir changer la face du monde, pour pouvoir appuyer sur les politiciens du monde entier qui, malheureusement, les décisions sont entre leurs mains et espérons que votre génération soit justement force de changement et à prendre des décisions beaucoup plus raisonnées et raisonnables pour l'humanité, tout simplement. Merci beaucoup Cyril, je te Merci remercie à toi, Mathis. d'avoir été là. C'était Merci absolument Pino, incroyable. Merci à tous vos followers, c'était un très bel échange. Merci beaucoup. C'est pas le genre d'exercice auquel je suis Ouais, personnellement c'est pas habitué, mais forcément j'ai facile. beaucoup aimé. Moi j'ai beaucoup aimé te recevoir aujourd'hui, ça me fait extrêmement plaisir. Depuis Merci à toi. peut-être un an, j'ai envie de... Ok. Plus longtemps même, j'ai envie Ok. de faire ça.
tu me permets de débloquer beaucoup de portes. Je te le souhaite, grâce à toi, et j'espère. ça me fait extrêmement plaisir. Les amis, avant de couper, moi je voulais remercier déjà premièrement Tino qui est derrière la régie depuis tout à l'heure que vous avez pu entendre, qui a été là pour gérer les caméras. Je remercie aussi Jérôme et Yanis qui m'ont aidé au niveau des questions. Je remercie Elmoux et Alex pour la fiche de promotion et pour la future miniature de la vidéo YouTube. À Anas aussi qui depuis mi-mars, je discute avec lui à propos de ce projet qui était très compliqué à mettre en place. Comme vous savez, toutes les équipes sont sur place, ensuite ils rentrent, ils ont besoin de se reposer et tout ça. Donc merci beaucoup Anas et merci au président de l'association de Caravane Solidaire, Cyril Morcel, d'être présent aussi aujourd'hui. Vraiment un grand merci à toi. Merci à toi. Je remercie aussi toutes les associations présentes dans le monde qui chaque jour se battent et donnent leur maximum pour essayer de changer les choses dans ce monde. Merci à toutes les personnes qui se battent et qui risquent leur vie afin de rendre le monde meilleur. Je vous remercie surtout vous, car sans vous aujourd'hui ce projet il n'aurait pas été possible. Merci à tous et à toutes qui ont été présents sur le live d'aujourd'hui. Un grand merci à tous les dons qui ont été récupérés. Cette interview, elle me tenait vraiment à cœur et il y a beaucoup de prochains projets qui arrivent dans ce même style. Restez connectés les amis, l'histoire ne fait que commencer. On va écrire les choses, on va changer le monde. Et moi je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures. Salut tout le monde, bonne soirée, merci encore. À tous et tous.